Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Quel plaisir d'être à nouveau avec vous cette semaine, chers auditeurs, que vous nous écoutiez sur le câble à CKVL, sur notre site Internet ou sur l'une de nos plateformes de balado-diffusion. Je suis d'ailleurs très fière pour Canalem et nos collègues d'annoncer que Canalem et la plateforme audio de Radio-Canada ont récemment annoncé un partenariat pour donner une plus large voix à la diversité et l'inclusion. Vous verrez donc prochainement sur nos ondes de nouvelles émissions produites par audio et quelques-unes de nos émissions seront disponibles en échange sur la plateforme audio. Si vous êtes des fidèles de cette émission, les Héros Anonymes, continuez à nous écouter ici, parce que plus vous serez nombreux à nous écouter, plus l'œuvre essentielle des organismes que nous vous présentons chaque semaine se fera entendre. Cette semaine, nous recevons la directrice générale d'Éducalois, Ariane Charbonneau, qui aide les citoyens à mieux comprendre la loi, leurs droits et leurs obligations. Plusieurs personnes, d'ailleurs, croient, à tort, qu'Éducalois est un organisme gouvernemental. Pourtant, si le ministère de la Justice et de l'Éducation sont des partenaires financiers d'Éducalois, c'est bel et bien un organisme de la communauté et qui existe depuis bientôt 25 ans. De nombreux contenus sont disponibles sur leur site Internet et on a d'ailleurs fait un petit spécial pour ces 25 ans en mettant de l'avant sur le site Internet 25 initiatives d'Éducalois réalisées au fil du temps. Ça sera un plaisir de discuter avec Ariane Charbonneau qui sera en studio avec nous. En deuxième partie, nous causerons de la réussite éducative des 0-12 ans, notamment ceux qui vivent malheureusement de la vulnérabilité sociale. L'organisme JAM, pour J'apprends avec mon enfant, développe des projets de littératie familiale pour contrer l'échec scolaire et la marginalisation des plus démunis. La directrice générale de JAM, Erika Maraillet, sera avec nous pour en discuter de leur programme, de leur mission et de tout ce qu'ils souhaitent pour le futur. Alors, voilà ce qui nous attend et vous attend pour cet épisode des Héros Anonymes. Une courte pause et nous accueillons Ariane Charbonneau en studio. Pour cette première partie des Héros Anonymes, nous recevons la directrice générale, Ariane Charbonneau, d'un organisme qui a une œuvre essentielle, nous aider à mieux comprendre nos droits, nos obligations et démystifier la loi qui est souvent complexe là, pour les citoyens. Et Ariane est là pour nous parler de l'extraordinaire travail que fait Éducalois depuis bientôt 25 ans. Et oui, on est né avec l'an 2000, pas le bug, mais quand même, c'était assez, je pourrais dire, pas usuel de penser trouver du droit sur Internet à l'époque. Ça s'est fait, je dirais aussi, avec peut-être certaines réticences d'un certain milieu, mais finalement, la promesse s'est avérée la bonne. Aujourd'hui, Éducalois, c'est presque 9 millions de visites sur notre site. Ça répond clairement à un besoin de la population, de ces différents groupes, des différentes communautés qui composent la société québécoise. Alors, c'est devenu un média en soi, une référence. Puis, et oui, nous sommes un organisme sans but lucratif, indépendant,
qui grâce à cette belle grande équipe multidisciplinaire, a réussi à vulgariser quelque chose qui est souvent perçu de façon plutôt complexe et rébarbatrice un peu, là. Tellement, non, c'est vraiment un travail extraordinaire que vous faites. Et dites-moi, pourquoi cette association-là, que Éducalois, ce serait un organisme gouvernemental? Est-ce que les citoyens ont l'impression que c'est le travail de l'État de vulgariser? Ben, et peut-être oui, ça l'est aussi un peu, parce que les deux niveaux de ministère de la Justice, que ce soit du Québec ou du Canada, soutiennent Éducalois dans sa mission pour le ministère de la Justice du Canada depuis jour 1. Et puis, honnêtement, pour moi, que le citoyen ait peut-être l'impression de se retrouver sur un site gouvernemental, a priori, je vois ça comme une belle reconnaissance de la qualité que l'on fait. Je pense que c'est la facture, le style de site que nous avons et ce que nous apportons à la population aussi qui fait peut-être cette association-là, ce qui n'est pas plus mal. En fait, le fait d'être indépendant et neutre, c'est surtout que ça nous assure une certaine ligne éditoriale. On ne reçoit pas de pression qui pourrait venir de quelconque source. Parce qu'on a un certain financement de tel ou tel ministère, on n'est pas gouvernemental, on a notre propre conseil d'administration, on a notre propre équipe éditoriale. Donc, c'est plutôt ça que ça vient rajouter, le fait d'être un OBNL. Et votre financement est multiple aussi. Il y a plusieurs sources. Là. Oui. C'est pas un organisme créé pour... c'est pas une agence, là, comme ça. Ça semble être la mode ces temps-ci au gouvernement de créer des agences extérieures. Mais vous êtes vraiment un organisme dans la communauté qui est financé de plusieurs sources. Oui, bien, vraiment, je veux quand même rendre hommage à tous nos partenaires financiers parce qu'on a plusieurs qui sont publics là-dedans. Donc, on a parlé du ministère de la Justice du Canada, du Québec. On a le ministère de l'Éducation depuis quelques années. Ça a été aussi très important pour nous parce qu'on porte le mot éducation dans notre nom. Donc, c'était important qu'on n'y voit pas que la justice. C'est une responsabilité vraiment qui doit être partagée. Nos ordres professionnels juridiques qui sont le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, qui sont très importants depuis, en fait, même pour le barreau qui nous a, on aime bien dire, qui nous a mis au monde parce que c'est parti du Éducalois d'une table de réflexion. Dans les années 90, on se demandait comment faire mieux en accès à la justice et de ces réflexions-là est né finalement un organisme indépendant. On a aussi la Société québécoise d'information juridique, qui est une agence gouvernementale, mais qui a aussi, comme son nom l'indique, une mission d'informer juridiquement la population québécoise. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, la base de financement de partenaires solides, mais pas uniques, là, mais je dirais... ceux que je vous ai nommés, puis j'ai inclus aussi la Commission des services juridiques, qui est le grand chapeau de l'aide juridique au Québec. Là. Ça fait partie des partenaires qui font en sorte que ça soutient presque la moitié du budget d'Éducalois. Le reste, ben, ça vient de différents projets, des services conseils aussi que l'on fait auprès de différentes organisations qui aimeraient qu'on les accompagne dans leur façon de faire des communications plus simple, plus clair, plus digeste, j'aime dire, pour les gens qui ont à les lire. Et la philanthropie aussi, ça en fait partie. On aura l'occasion d'aller de façon plus approfondie dans tous ces programmes et de parler aussi, évidemment, avant la fin de cette campagne de financement qui va vous permettre de réaliser 25 initiatives là, pour ce 25 ans. Je vous avais dit quelque chose en début qu'au niveau de la naissance de votre organisme, il y avait eu des réticences au départ. Quel type de réticences? Bien, il faut se rappeler, là, quand on parle de 2000, en fait, c'est que ça action en 98-99, je pense que Google n'existait pas encore. Donc, quand on a emmené ça à la table même là, du conseil du barreau, pour certains avocats, certaines avocates, c'était un peu perçu comme... Qu'est-ce que ça va faire, Éducalois? Ça va venir me voler de la clientèle. Moi, j'osais pas le dire. Merci de le dire. Mais oui, mais il faut se remettre à une époque tellement différente d'aujourd'hui. Oui. C'était les balbutiements du net là, accessible à tous avec l'information qu'on comprenait pas trop non plus comment les gens allaient utiliser ça, comment on allait mettre ça à jour, puis ils ont un grand souci en droit de la rigueur. Et d'ailleurs, Éducalois, puis moi, je suis bien fière de vous le dire parce que je suis là, moi, depuis 10-12 ans. J'étais pas là il y a 25 ans, mais ce sont les mêmes valeurs organisationnelles depuis le jour 1 pour vous dire la cohérence et la solidité de cette organisation-là. Et parmi les valeurs, il y a, on aime bien la citer en premier, la rigueur.
Donc, c'est pas parce qu'on simplifie, c'est pas parce qu'on veut clarifier le droit qu'on met de côté l'exactitude. Oui, il y a des nuances en droit et on va l'indiquer, mais c'était un peu, je pense, une crainte, en fait, des juristes à l'époque de dire, mais là, est-ce que les gens vont se ramasser, aller consulter de l'information, personne pour les guider? Et puis nous, on faisait le pari que ça allait être l'inverse. Les gens réaliseraient que finalement, des fois, il y a des choses qui sont plus complexes qu'ils pensaient, puis ils vont avoir envie d'aller voir un professionnel, exactement, que ce soit un notaire ou un avocat. Donc, et puis aujourd'hui, ben, je peux vraiment vous dire que cette réticence-là est loin derrière. Si vous saviez le nombre de confrères, consoeurs qui vont me dire... En tout cas, moi, je l'utilise, ton site, puis nous, on est comme, ah, OK, ben tant mieux si vous l'utilisez, puis vous le mettez, en fait, accessible à vos clients, parce que ça permet parfois, dans des rencontres professionnelles, de déjà faciliter, tu sais, de dire à ton client, à ta cliente, ben va sur le site éditorial, va voir ce qu'ils disent sur la garde partagée, si tu viens me voir pour un dossier, d'avoir au moins une base de discussion, puis, et là, on peut aller plus loin. Exactement. Ça permet vraiment de mettre un certain contexte. Donc ça, on ne l'avait pas prévu initialement, mais c'est pour vous dire comment on ratisse large. Même nos collègues professionnels apprécient le travail qu'on fait. Je peux comprendre le défi que vous avez vécu. J'ai moi-même travaillé dans l'Internet au tout début, à peu près ça, à l'an 2000, un projet qui avait été lancé par Transcontinental, tous les magazines féminins qui voulaient être sur Internet. Et en effet, je m'occupais de la section, entre autres, carrière finance, et on a eu les mêmes discussions parce que d'où on part au niveau finance, c'est difficile de savoir d'où notre lecteur, quelle est la base qu'il connaît, puis des gens qui sont plus familiers avec ces volets-là, ben, on ne va pas démarrer la discussion au même niveau. Donc, est-ce qu'on a pensé peut-être dans Éducalois, est-ce qu'il y a des contenus qui sont plus évolutifs? Si on a, mettons, la base zéro en droit, puis on en connaît un petit peu plus, puis on va aller plus loin? C'est intéressant ce que vous dites. En fait, je pense qu'il faut se rappeler qu'en 2000, elles étaient deux, les fondatrices. Donc, ce qui a commencé à être fait, c'était vraiment d'aller à l'essentiel des sujets les plus demandés au cœur de la vie des gens. Puis c'est ça, Éducalois, hein? C'est pas de faire un cours en droit de la famille ou en droit des affaires ou en droit criminel, c'est qu'on part d'une situation de vie. Puis si, bien, on vit, par exemple, une séparation dans notre couple, bien, il va y avoir des aspects, oui, au niveau des enfants, mais du patrimoine familial, du logement dans lequel on habite. Donc, on ratisse très large. Donc, moi, ce que je vous dirais pour répondre à votre question, c'est plutôt que depuis l'an 2000, tous les contenus qu'on fait, on les garde à jour et vivants et pertinents. Donc, c'est tout un exercice, ça? Oui. Donc, vous rééditez certains contenus? En fait, constamment, parce que, non seulement parce que le droit évolue d'une part, donc il faut s'assurer, parce que nous, on ne met pas de date là, en dessous de nos contenus. Oui. Donc, si vous allez sur le site, vous voyez quelque chose, c'est à jour. C'est à jour. Sinon, en bon français, on dit qu'on débranche le contenu le temps qu'on le mette à jour. Là. Oui, parce que c'est là que la confusion arrive, justement. Puis l'idée d'Éducalois, c'est de dissiper la confusion. C'est la fiabilité de nos contenus, la qualité, tout ça. Donc, il y a de mettre à jour juridiquement, mais plus que ça, moi, j'aime dire, c'est la façon aussi que les internautes consomment leur information. Donc, à l'époque, écrire, nous, on appelle ça une capsule, là, un article sur le web, ça pouvait avoir 2000 mots, c'était correct. Après ça, on est tombé à 700... 500, là, on est plus dans... Tu sais, on est même dans des espèces de petits quiz, questions-réponses, donc... L'approche ludique, mais ça fait en sorte que la vulgarisation demande encore plus d'énergie pour être sûr qu'on ne perd pas toutes ces nuances-là. Oui, d'une part, et c'est aussi beaucoup dans l'innovation. Je vais vous parler d'une autre de nos 5 valeurs organisationnelles, qui est la créativité. Donc, on est toujours à essayer d'être à l'affût de comment est-ce que, en fait, les différents groupes de la société québécoise, parce que pas tout le monde qui consomme son information de la même façon, mais je veux dire, bon, je sais pas moi, nos 30 ans et moins vont aimer beaucoup le style Reel, petites vidéos sur Instagram. Nos aînés vont apprécier qu'on édite des guides, des dépliants avec, un caractère qui est très, quand même plus grand que ce qu'on lit dans le journal. Donc, on s'adapte aussi dans nos canaux de diffusion et donc la forme que ça prend de parler du même sujet, que ce soit par exemple le bail, ben ça va prendre vraiment une multitude de facettes. Il y en a, ça va être une publication sur un réseau social. Il y en a d'autres qui vont aller tout simplement voir une petite vidéo sur notre site. Il y en a qui vont consulter la chronique qu'on aura fait pour, par exemple, le Journal de Montréal, parce qu'on a un partenariat avec eux depuis longtemps.
Donc, c'est un peu ça qu'on a fait depuis l'an 2000, c'est s'adapter pour s'assurer, en fait, parce qu'on a un but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent bénéficier de ces contenus-là, qui puissent, je dirais, avant qu'il y ait des problèmes, avoir accès à l'information juridique. Ben, c'est un bel exercice de communication que vous faites parce qu'effectivement, il faut d'abord comprendre notre public cible, il est où. Donc oui, les jeunes, les personnes plus âgées, c'est difficile de soutenir l'attention des jeunes maintenant. Et là, vous me dites, vous avez des reels Instagram. Êtes-vous aussi sur TikTok? Ça s'en vient! Ça s'en vient! Oui, d'ailleurs, c'est une des 25 initiatives qu'on met de l'avant à être financée par cette campagne de financement à laquelle vous avez fait allusion au début. C'est que notre campagne de financement 25 ans, elle est sur de 2023 à 2025. Donc, on a déjà des sous qui ont commencé à rentrer. Donc, on a commencé à initier certaines initiatives et on a justement une étudiante qu'on embauche cet été qui vient s'ajouter à notre équipe de communication pour faire les vidéos TikTok. Mais je vous disais aussi tantôt, notre équipe, elle est multidisciplinaire. Oui. Et ce que ça fait, ça, c'est qu'on n'a pas que des juristes. Puis par juriste, peut-être, là, juste, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Un juriste, c'est quelqu'un qui a fait un bac en droit. Donc, avocat, avocate, notaire, juge ou pas nécessairement dans un ordre professionnel, mais c'est donc, oui, des gens qui sont capables de vulgariser le droit, mais c'est aussi des gens qui sont des spécialistes en communication, donc c'est un carrefour. Oui. Alors ça permet à nos vulgarisateurs, vulgarisatrices juridiques de pas juste, être des experts en communication claire, c'est une de nos expertises, mais d'amener également toutes les connaissances, les habiletés pédagogiques que notre équipe de pédagogue va nous insuffler. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Donc, d'être dans l'environnement d'Éducalois, c'est de faire plus que du droit par la force des choses, c'est se développer dans différentes disciplines. Puis ça, je pense que c'est beaucoup apprécié aussi de l'équipe. Absolument. On fait une courte pause, Ariane, et on va aller un peu sur le terrain, de voir ce que vous faites dans les écoles et aussi tout le petit cabinet que vous êtes développé pour les organismes auxquels... Donc, voir un peu comment votre offre aussi se déploie à part Internet. Le site web, oui. De retour au Héros Anonyme, ici Chantal Doré en bonne compagnie avec Ariane Charbonneau, la directrice générale d'Éducalois, qui fait un travail extraordinaire depuis près de 25 ans pour vulgariser le droit et faire connaître aux citoyens leurs droits et leurs obligations. Et donc, on a parlé, Ariane, dans cette première partie de votre site Internet et à quel point vous avez été pionnier dans le développement d'Internet. Vous êtes aussi actif, là, vraiment sur le terrain, vous donnez des services conseils de communication juridique à des organismes et vous êtes également présent dans les écoles. Alors, parlez-nous de ces initiatives. Oui, alors, c'est vrai qu'on n'est pas qu'un site web, même si c'est notre belle grande vitrine. Les écoles, ça fait une dizaine d'années sûrement qu'on a un programme extraordinaire. Et là, vraiment, je m'adresse à tout le personnel enseignant, les conseillers pédagogiques. Si vous ne connaissiez pas le service dont je vais vous parler, prenez des notes et allez sur le site éducationjuridique.ca et non éducalois.qc.ca qui est notre grande vitrine à laquelle je faisais mention tantôt. Alors, sur éducation juridique, ce que vous allez trouver, c'est une trentaine d'ateliers, de trousses pédagogiques qui sont disponibles, que les enseignants, les enseignantes peuvent télécharger pour amener du droit à l'école. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose, ce sont les ateliers qu'on amène en classe avec, non pas le personnel éducateur, parce qu'on est 40, Chantal. Donc, on ne pourrait pas aller partout dans les 4 coins de la province. Mais beaucoup de bénévoles. On a des centaines de bénévoles. Wow. Et là, ça comprend autant des avocates, avocats, notaires, juges,
qui partent avec leur petite clé USB d'Éducalois et qui amènent un atelier en classe. Ça peut être 5 niveaux de secondaire. On est aussi fin primaire, dépendant du sujet qui est pris, et dans les classes aux adultes. Et ça va être une façon très ludique, interactive, de faire réaliser aux jeunes combien le droit est dans leur vie, parce qu'on aime bien dire le droit est partout, mais souvent il est caché dans les situations qu'on réalise pas. Acheter sa carte Opus, c'est un acte juridique de la même façon que la gomme qu'on achète au dépanneur ou le cellulaire qu'on tient dans ses mains. Tout ça, ça a vraiment... Dans quel sens c'est un acte juridique? Parce qu'une transaction, c'est une contrepartie. Donc, moi, je donne de l'argent, puis on me remet un bien. Loi du consommateur. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai la qualité du produit pour lequel j'ai payé? Le cellulaire, c'est pas juste le contrat de cellulaire, c'est ce que je fais avec, toutes les implications que ça a, le droit à l'image, tout le respect de tellement de notions juridiques qui sont reliées à ça. Donc, j'ai envie de dire, le jeu, vraiment quelque chose de très, 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 très vif. Oui. Nos jeunes embarquent là, dans ces jeux-là qui durent à peu près 1 heure, dans ces ateliers-là. Et à chaque fois, je reçois des témoignages aussi de nos professionnels qui sont dans les classes qui disent « Mais c'était donc bien le fun », puis ils reviennent. Donc, cette année, là, Chantal, c'est 12 000 jeunes qu'on a rejoints comme ça, notamment parce que depuis 4 ans, on va faire cette année la 5e édition. On a une Semaine nationale de l'éducation juridique qui a lieu en novembre. Je ne suis pas en mesure de vous donner les dates cette année. On attend toujours les disponibilités de notre ministre de la Justice parce que c'est le ministre de la Justice du Québec depuis le début qui est le porte-parole de l'événement. Alors, donc, les ateliers d'Éducalois, c'est une façon d'emmener du droit à l'école avec des vraies personnes qui peuvent s'adresser à des jeunes. Les trousses pédagogiques auxquelles j'ai fait référence tantôt, c'est aussi accessible sur le site d'éducationjuridique.ca. Il y a en plus de ça d'autres outils gratuits qui sont disponibles pour le corps enseignant, des textes sur l'éducation financière, des quiz interactifs. Donc, j'invite vraiment les gens intéressés à aller faire un petit tour là. Puis pour les bénévoles juristes, ceux qui ont peut-être été intéressés par ce que j'ai dit, vous pouvez aussi aller sur le site d'éducationjuridique.ca pour vous inscrire. C'est un appel qui sera certainement entendu et j'ose croire qu'avec les héros anonymes, on fait naître des passions pour le bénévolat et des gens qui se posent la question dans quoi je pourrais m'engager. Mais toutes les semaines, on est un peu une vitrine de possibilités. Donc, on se dit, peut-être quelqu'un l'écoute est plus séduit par la mission d'un organisme ou un autre, mais on permet justement d'attirer des gens qui ont du cœur au ventre, du temps à donner, de l'énergie. Et je sais que vous avez aussi développé... une sorte de petite boîte, là, mais vraiment dédiée à des organismes. Là. C'est pas pour les citoyens, c'est vraiment pour des organismes spécialisés. Alors, ça, c'est un pan qu'on a depuis, je dirais, une dizaine, peut-être même 15 ans. On fait ce qu'on appelle du service conseil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apporte notre expertise, notre double expertise, en fait, qui est en communication claire du droit et en éducation juridique, et on la rend disponible à des organisations, des institutions, ça peut même être des entreprises, qui ou des OBNL aussi, qui veulent avoir accès à cette compétence-là. En le fond, on est des consultants. On s'en va à l'interne, puis on s'en va aider ces organisations-là. Puis là, vos collègues du barreau, cette petite boîte-là, comment ils voient ça? Ils sont très heureux parce qu'on ne prend pas n'importe quel mandat, nous, Chantal. On prend des mandats, évidemment, qui sont reliés à avoir un impact social d'abord, ce qui est souvent le cas quand on parle de toute façon de simplifier des communications juridiques. Oui. Et quand on fait le petit profit qu'on réussit à faire, c'est ça qui nous permet d'avoir encore plus d'argent libre de contraintes qu'on peut investir, par exemple, dans nos ateliers gratuits dans les écoles, puis rejoindre des dizaines de milliers de jeunes comme ça. Alors, ce qu'on fait, et un créneau qu'on apprécie énormément parce qu'on a, par exemple, d'anciens collègues d'Éducalois qui ont aussi parti une boîte lucrative en simplification juridique, mais notre créneau, je dirais, par rapport à ces anciens collègues-là, c'est vraiment d'emmener les compétences à l'interne dans les organisations. Donc, nous, on s'en va former les organisations qui veulent devenir
des meilleurs communicateurs. Oui. Donc, ce que j'aime beaucoup dire, on apprend à pêcher plutôt que donner le poisson. Et donc, un coup, on a passé ce savoir-là qu'on partage, parce que c'est notre mission sociale d'élever le niveau de compétence des professionnels au Québec, bien, on peut aussi être là après ça pour les coacher dans ce qu'ils vont développer comme communication juridique qui est plus simple et plus claire. Donc, on pense par exemple à des lettres qui doivent être rendues par le service à la clientèle, dans des organisations comme, souvent c'est des agences gouvernementales qui font appel à nous pour élever, pour élever justement ce niveau-là de compétences à l'interne, des formations auprès de juristes qui veulent s'assurer de mieux communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit auprès des publics qu'ils visent. Donc, on est vraiment disponible. Des OBNL aussi qui font appel à nous pour, encore une fois, améliorer les compétences de leur personnel dans leur relation directement avec leur public à eux. Et je pense qu'on est devenu un petit peu la référence, le berceau, en tout cas, ça c'est très clair, le berceau de la communication claire en droit au Québec. Je pense qu'avant l'an 2000, c'était pas quelque chose qui était vraiment une notion tant que ça connue et partagée. Puis aujourd'hui, on fait partie vraiment de tous ces organismes internationaux qui s'intéressent à la communication claire. Félicitations. Et je sais que dans cette campagne de financement que vous voulez développer, donc les célébrations sont prévues le 27 février 2025. Oui. Il y a de pouvoir notamment offrir ce que les ateliers que vous offrez en école, mais de les offrir via des organismes justement pour aller chercher une clientèle d'adultes. Ça, là, c'est tellement un beau projet. Je suis contente que vous m'emmeniez là-dessus. Puis c'est, en fait, plus ou moins relié à nos 25 initiatives. C'est un projet qu'on a réussi à faire financer par le Fonds d'études juridiques du Barreau du Québec au cours de l'année dernière. C'est un projet sur 3 ans et c'est un projet qui nous permet de faire vraiment un effet de levier avec tout le savoir qu'on a développé auprès des écoles. Donc, le fait, là, de jumeler un juriste de Shawinigan avec une école de son coin puis de pouvoir amener du droit à l'école, mais là, on va le faire avec un juriste de n'importe où dans la province qui pourra aller dans un organisme à but non lucratif et parler directement à leur clientèle cible à eux, ce qui fait que, je sais pas moi, un organisme qui est en assurance chômage ou en droit des locataires, mais pourra avoir des gens formés par Éducalois en communication claire pour faire ça. Fabuleux. Ariane, en terminant, peut-être les grands thèmes. Si on avait à dire là, les 3 à 5 plus grandes consultations qui sont faites sur votre site Internet. Ça varie d'année en année, mais si on regarde juste la dernière année... J'imagine le logement. Tout ce qui est bail, renouvellement de loyer, cession de loyer, cession de bail, en fait, j'aurais dire. Ça a été vraiment très, très consulté. Puis un autre aussi, c'est tout ce qui a trait au milieu du travail. Donc, la loi sur les normes du travail, ça fait vraiment partie de nos top 3 pendant l'année également. Donc, j'invite nos auditeurs qui veulent en savoir davantage d'aller sur le site très fouillé d'Éducalois qui vous permet de découvrir l'ensemble des services, en fait, pas des services, mais de l'information qui est donnée au grand public parce que, oui, on le rappelle, ce sont des services, le site Internet est gratuit. Et n'hésitez pas à faire un petit don. On émet des reçus pour faire des pots. On est une œuvre de bienfaisance, donc venez sur notre site. Excellent. Le message est entendu pour que vous puissiez continuer œuvre utile pendant encore au moins 25 ans. Oui, on se minimum. Merci. Merci Ariane Charbonneau d'Éducalois. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Nous poursuivons nos échanges en vous présentant un autre organisme qui s'assure là, de nous informer et qui, je dirais, va, selon moi, ce qui est le plus important, l'éducation. Parce qu'avec une bonne éducation, il y a beaucoup de situations que les organismes communautaires corrigent qui peut-être ne seraient pas arrivées si l'éducation avait été peut-être au niveau qu'on l'aurait souhaité. Donc, chaque contenu relié à l'éducation, pour moi, est encore plus essentiel, même si tous nos organismes communautaires le sont. Et donc, on discute avec Erika Maraillet, qui est la directrice générale d'un organisme qui s'appelle JAM, qui est un acronyme de « J'apprends avec mon enfant ». Et c'est un plaisir de l'avoir en studio avec nous. Bonjour Erika.
Bonjour Chantal. J'avoue que je ne connaissais pas du tout votre organisme. C'est Catherine qui nous a mis sur la piste de JAM. Comment vous vous situez là, au niveau éducation, au milieu de tous les organismes qu'il y a dans la tranche des 0-12 ans? Tout d'abord, on fait partie du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. On fait partie de ce regroupement-là, mais c'est sûr qu'on a des petites particularités de viser la réussite éducative. La nôtre, c'est vraiment de travailler en approche holistique. En fait, on appelle ça l'écosystémie. Oui. Ça tient compte à la fois de l'enfant, de sa famille et de la communauté dans laquelle il évolue. Je peux vous donner un petit exemple. Donc, par exemple, pour l'enfant, c'est vraiment l'accompagner de façon individuelle afin de développer ses habiletés en lecture, ainsi que de nombreuses compétences transversales qui vont être nécessaires à son cheminement personnel, social et scolaire. Mais on travaille aussi avec la famille. Donc, nos coordonnatrices pédagogiques vont rendre visite à la famille, à leur domicile, et elles vont outiller et soutenir les parents pour leur redonner confiance en leur rôle d'éducateur. Donc, leur rappeler qu'ils ont un très grand rôle dans l'apprentissage de la lecture de leurs enfants, l'apprentissage des langues, notamment le français, comme c'est le cas pour les familles anglophones et allophones au Québec. Et puis aussi, on va vraiment beaucoup travailler aussi dans la communauté. JAM a développé une expertise le plaisir de lire et aussi l'apprentissage des langues. Donc, on forme, puis on conseille aussi les intervenants communautaires et scolaires en littératie familiale. Et dites-moi, quand vous allez comme ça dans les familles, vous êtes peut-être parfois, parce que vous parlez d'approche holistique, témoin de situations qui relèvent davantage de l'ordre psychosocial. Comment vous gérez ces situations-là? Parce que j'entends pas, il n'y a pas nécessairement de spécialistes en intervention psychosociale chez JAM. Est-ce que vous fonctionnez avec des références? Absolument. Donc, on travaille vraiment en partenariat avec... on travaille avec la table de concertation Enfance-Famille de Verdun. On travaille avec... on est dans les mêmes locaux que le Centre de pédiatrie sociale Les Petits Renards à Verdun. D'accord. Et puis, on travaille avec les CIUS, etc. Donc, c'est certain que quand il y en a... quand il y a des situations comme ça, c'est certain qu'on va chercher de l'aide. Vous êtes tout près. Donc, le Centre de pédiatrie sociale, est-ce que c'est l'un des points de service de Dr. Julien? Oui, d'accord. D'accord. Je pense, oui. Oui. On connaît bien son œuvre et son approche effectivement très holistique de considérer tous les points, tous les facteurs qui viennent impacter dans votre cas l'éducation, la capacité d'apprendre, parce que c'est sûr que si on est en proie à des émotions difficiles, c'est difficile au niveau du cerveau de se mettre en mode apprentissage. Oui, bien, c'est certain que nous, notre particularité, là, je réalise que je ne l'ai pas forcément dit, c'est vraiment autour du plaisir de lire, de la lecture. Et donc, nos interventions, en tout cas, notre programme phare, s'adresse vraiment aux enfants qui sont au tout début de l'apprentissage de la lecture, donc en première et deuxième année du primaire. Et ces enfants nous sont référés par le milieu scolaire, parce qu'ils ont des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. On sait à quel point la lecture est importante. Si on a de la difficulté en lecture, il va y avoir un impact dans toutes les matières scolaires. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, la lecture. Et puis, ce que JAM apporte vraiment dans les familles auprès des enfants, c'est le plaisir de lire. C'est que la lecture, c'est pas juste pour l'école. C'est partout dans la vie. Et donc, c'est vraiment d'apporter un peu de légèreté dans cet apprentissage de la lecture, particulièrement quand c'est difficile. Parce qu'il y a, dans l'apprentissage de la lecture, ce qu'on veut éviter, c'est ce que moi j'appelle le cercle vicieux, c'est-à-dire c'est difficile, donc ça ne nous donne pas envie de lire, donc on se pratique moins, puis là, on a de plus en plus de retard à rattraper. Ce qu'on vise à JAM, c'est vraiment le cercle vertueux. Oui. Donc, on a une expérience très positive de la lecture, donc ça nous donne envie de lire plus, même si c'est pas toujours facile au tout début, mais en accumulant se forme. Exactement, et ça nous donne envie de poursuivre parce que ça prend des efforts et du temps d'apprendre à lire. Est-ce que vous êtes en partenariat avec la lecture en cadeau?
On suggère dans les librairies là, de donner, d'acheter un livre neuf pour les enfants. C'est certain que la mission de JAM est de tout. Oui, on veut que les enfants lisent, on veut offrir la lecture en cadeau. On le fait. En fait, on le fait lors de fêtes annuelles à la fin de l'année scolaire. On organise des fêtes à laquelle nous on donne la lecture en cadeau et on offre des livres. Et comment parce qu'on voit, à Canalem, on est une radio, mais on a aussi le volet podcast et on en voit de plus en plus. Est-ce que c'est difficile dans une ère où les jeunes sont de plus en plus sollicités par des contenus audio et vidéo à ramener le plaisir de la lecture simple, où on est dans l'imaginaire, où on peut justement s'imaginer soi-même qui sont les personnages, comment ils sont habillés, dans quoi ils vivent, alors que dans les contenus audio, vidéo, TikTok, Instagram et autres, on n'a pas d'effort justement à faire, mais en même temps, on se prive d'une certaine créativité qui amène la lecture, d'inventer la vision du personnage. C'est certain qu'on peut, on peut voir ce qu'on perd, on peut aussi voir ce qu'on gagne dans toute l'arrivée des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de bonnes choses, de choses positives dans l'arrivée de ces nouvelles technologies. Je pense que ce qu'on vit, c'est un équilibre et c'est de donner le goût aussi d'essayer toutes sortes de choses et de pas se focaliser juste sur une seule, juste lire sur la tablette, par exemple. Donc, donner une variété d'expériences. Je pense que c'est ça qu'on souhaite pour notre jeunesse. Même si on est en audio, parfois, on va avoir des sous-titres aussi qui sont ajoutés. Exactement. Donc, forcément, on doit pouvoir les décoder parce que l'oreille peut le décoder ou sinon, on peut avoir un handicap auditif. D'ailleurs, la mission ici, Canalem, s'appelait la Magnétothèque et c'était basé justement sur pouvoir offrir la lecture aux personnes qui n'étaient pas en mesure de pouvoir le faire elles-mêmes. Donc, on est très sensible à l'importance de la lecture. Vous avez noté la question des personnes immigrantes. Comment votre offre de service s'est adaptée? Parce qu'on pourrait être capable de lire dans notre langue maternelle, mais avoir plus de difficultés à le faire en français. En fait, je suis vraiment contente que vous ameniez ce point. Il faut en effet faire une grande distinction entre les familles qui arrivent avec un bagage linguistique très riche dans leur propre langue maternelle. C'est certain qu'un enfant qui va arriver d'un autre pays à l'âge de 7-8 ans, s'il sait déjà lire dans sa langue maternelle, il a déjà une très grande longueur d'avance. Et en fait, ce qui lui reste à faire, c'est d'apprendre la langue orale pour que la lecture en français lui soit accessible. Donc, parce qu'on ne peut pas forcément lire une langue où on ne va pas reconnaître des mots. Il faut qu'il y ait une petite base quand même de connaître des mots dans la langue. Donc, à ce moment-là, l'audio aide à apprendre la lecture. Il faut en effet savoir un minimum, être capable d'interagir un minimum et de reconnaître un certain nombre de mots pour avoir une lecture fluide et intense dans une langue. Par contre, c'est autre chose quand des enfants sont nés dans un endroit où ils parlaient une langue, ou si ils sont nés dans un camp de réfugiés où il y avait plusieurs langues qui étaient parlées, ils n'ont pas été forcément scolarisés dans la langue qu'ils parlaient. Des enfants qui ont vécu des interruptions de scolarité. C'est certain que quand ces enfants ont vécu toutes ces interruptions de scolarité, voire il n'y en avait pas du tout. C'est sûr que la barre est beaucoup, beaucoup plus haute, mais il y a toujours de l'espoir. Oui. Et parmi les projets, parce que je vais aller peut-être un peu plus, de façon un peu plus détaillée sur vos différents projets, Biblioroule, entre autres, qu'est-ce que c'est? En fait, le Biblioroule, c'est un tout nouveau projet. Et je vous le dis, on l'a sorti la semaine dernière seulement. C'est un partenariat avec la Fondation Sault-Saint-Louis, qui est une fondation qui finance beaucoup de projets pour le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, qui est sur le territoire qu'on dessert. Et, qui est quel territoire en passant? En fait, il y a Verdun, La Salle, La Chine, Ville-Saint-Laurent. Et puis, on fait aussi... on est aussi sur le territoire du Sud-Ouest, et ça, c'est plus le centre de service scolaire de Montréal.
Et le biblio-roule, en fait, c'est vraiment l'idée de sortir, d'aller à l'encontre des familles et de leur offrir un endroit enchanteur. Faut le voir, hein, il est magnifique. Ça a été... Oui, j'ai vu que vous avez eu recours à un artiste pour les dessins. De Jacques Goldstein, qui est notre illustrateur officiel depuis 2005, je crois. Et donc, il a dessiné, c'est ça, il a fait de magnifiques dessins qu'on retrouve à l'intérieur et à l'extérieur du biblio-roule. Et c'est une belle bibliothèque très bien garnie avec une grande diversité de livres. C'est des livres qui vont refléter la diversité des lecteurs, donc une diversité d'expériences. Il y a des livres où on va parler de parcours migratoires, par exemple, mais aussi la diversité des origines, des langues. On a aussi des livres qui sont bilingues, plurilingues. Et, donc, on peut avoir, par exemple, parler une langue, si on parle, par exemple, d'enfants anglophones, il pourrait y avoir l'anglais et français, donc ça lui permet d'avoir un référent, au moins de quoi on parle. Oui, ben, d'ailleurs, c'est une belle stratégie que vous soulignez ici, une façon de rentrer dans un livre qui est dans une langue qu'on maîtrise peu, c'est de lire dans cette langue un livre qu'on connaît déjà. Et comme ça nous donne un petit peu de plus confiance en nous. On sait déjà de quoi ça parle. Et donc, ça permet d'avoir déjà un outil et une certaine confiance pour aborder ce livre dans une langue avec laquelle on est plus ou moins à l'aise. L'année dernière, j'ai fait un séjour d'immersion linguistique en espagnol au Pérou et c'était l'une de mes tactiques. Je réécoutais des épisodes de séries que j'aime, qui sont assez légères, mais je les écoutais en espagnol, mais je mettais les sous-titres en français aussi pour m'aider un peu. C'est sûr que ça aide énormément, oui. Donc, cette biblio-roule, comment ça fonctionne? Vous êtes quelques jours à un endroit, quelques jours à un autre? Oui, alors, étant donné c'est un projet expérimental, à la mesure où on est encore en train de ficeler les derniers détails. On va être à Verdun, à l'auditorium de Verdun pendant quelques semaines. Après ça, on va se déplacer un petit peu plus au sud-ouest. Et on va aussi aller à La Salle. Et en fait, toutes les informations sur notre calendrier, les différents parcs où on va se trouver seront sur notre site Internet, le jam-montréal.org. En fait, c'est MTL pour montréal.org. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook qui... c'est J'apprends avec mon enfant, et puis Instagram, qui est jam.montréal. Donc, choisissez la plateforme que vous préférez, et puis tenez-vous informés des différents endroits. Parfois, ça va être le samedi matin, parfois, ça va être le vendredi. Cet été, on va vouloir aller pendant... Et pourquoi se déplacer? Est-ce que, parce que justement, pour les gens qui ne lisent pas, la bibliothèque peut être... je sais pas, peut-être intrusive, ou ça nous fait peur, ou ça nous semble peut-être un pas de trop, alors que là, si vous êtes près d'un parc où, par exemple, les enfants jouent, puis que, justement, le boss est coloré, il y a quelque chose de ludique, ça nous donne plus envie d'aller voir. C'est certain que ça fait partie des idées. L'autre idée, c'était vraiment de pouvoir servir des familles qui habitent plus loin des bibliothèques, parce qu'il y a des bibliothèques. On ne peut pas avoir une bibliothèque à chaque coin de rue non plus. Donc, c'était vraiment d'aller rejoindre les personnes pour qui ça nécessite plus d'efforts pour se rendre dans une bibliothèque. Mais vous avez tout à fait raison, rendre les livres beaucoup plus accessibles. Et le fait que ça soit justement par un autobus, il y a quelque chose de plus convivial aussi. Donc, les personnes, j'imagine, de votre organisme sont là pour aller susciter la curiosité, viens faire un tour, viens voir ce qu'on a. Absolument. Donc, on a une animatrice qui sera là, coordinatrice pédagogique. Moi aussi, j'y serai, parce que j'ai vraiment très, très hâte. Donc, ça paraît, on sent votre passion. On est en audio, mais il y a dans ses yeux, à Erika, là, une belle
une belle passion pour son métier. Enfin, c'est ce que je constate. Oui, vous avez raison. Et vous êtes une équipe de combien de personnes? On est 9 en tout. On est, en fait, j'allais dire, on est une petite équipe parce qu'il y a la personne d'Éducalois qui était juste avant nous, mais on est une équipe qui a énormément grandi au fil des 33 années d'existence. Ça a commencé, les personnes étaient juste 3, donc 9, c'est une grande équipe. Oui, ouais, c'est 3 fois plus. Exactement. Donc, on a vraiment grandi avec les années. Est-ce que vous avez des bénévoles ou désirez en avoir? Bien, absolument. En fait, les bénévoles, c'est la force vive de nos activités parce que les enfants sont jumelés, avec un bénévole. On compte plus d'une centaine de bénévoles. Une centaine de bénévoles. Qui vont chaque semaine au domicile de l'enfant avec lequel ils sont jumelés. Donc, c'est certain que ces bénévoles-là sont très, très, très précieux. Donc, on peut lancer un appel si certains sont passionnés de Absolument. lecture, veulent faire connaître des personnes retraitées, par exemple. Oui. On est surpris aussi de constater la variété des profils de nos bénévoles. On a des bénévoles qui ont à peine 18 ans et qui ont déjà la piqûre du bénévolat. Il y a aussi des jeunes professionnels qui veulent donner de leur temps et qui s'impliquent auprès de nous. Donc, c'est assez fascinant de voir cette belle implication de la communauté. Érika, on fait une courte pause et on continue notre entretien dans quelques instants. Merci. De retour en studio pour ce dernier bloc des Héros anonymes. Nous sommes toujours avec Érika Maraillet, directrice générale de JAM, J'apprends avec mon enfant. Et je disais avant cette courte pause que Érika semblait passionnée. Donc, d'où vous vient cette passion? Quel est votre parcours, Érika? Bien, en fait, quand j'étais étudiante, j'aimais beaucoup l'idée des jumelages. J'ai même voulu faire une maîtrise sur les jumelages linguistiques. Ah, d'accord. Puis, j'ai découvert JAM par hasard. En fait, je voulais être bénévole. Par contre, j'habitais vraiment trop loin. Là. Ça me prenait 1h30 pour m'y rendre à mon jumelage. Donc, je n'ai pas pu le faire. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'était la possibilité d'avoir un impact direct auprès d'un enfant, de construire quelque chose sur le long terme. Parce que quand on devient bénévole à JAM, faut s'investir pour au moins 6 mois et puis idéalement 1 an, voire 2 ans avec le même enfant. Puis moi, ça crée des liens aussi. Exactement. C'est magnifique. J'imagine avec la confiance de l'enfant, on élimine une barrière peut-être à la lecture. Exactement. Puis je crois vraiment beaucoup à la puissance des liens sociaux positifs. Oui, absolument. Donc, j'ai pas pu faire JAM, mais j'ai été une grande sœur pour les grands frères et les grandes sœurs de Montréal à la place. Mais en fait, ce qui m'a amenée à m'intéresser à JAM plusieurs années après, c'est le fait que JAM a vraiment su s'adapter aux nouvelles réalités des familles desservies. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup d'enfants qui évoluent dans un contexte familial plurilingue. Et puis, ça peut créer des préoccupations pour ces familles et puis de l'anxiété aussi pour les milieux qui les accueillent et qui les accompagnent. Et puis, pour ça, moi, j'admire beaucoup Patricia Bossy, qui est la directrice à la tête de... En fait, elle a été directrice à la tête de JAM pendant 15 ans et je considère qu'elle a vraiment su faire ce virage qui était plus que nécessaire en collaboration. Elle a collaboré avec Françoise Armand, qui est une chercheure de l'Université de Montréal, avec qui j'ai moi-même longtemps collaboré. Donc, c'est ça qui m'a ramenée à JAM. Puis aussi, donc j'ai commencé à travailler à JAM, je ne l'ai pas dit, mais ça fait vraiment pas longtemps que je suis à JAM. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé. Puis, je ne viens pas du tout du milieu communautaire.
Mais dès mon arrivée, je me suis vraiment sentie à ma place. J'étais entourée de femmes qui sont très souvent immigrantes. Et puis, elles sont compétentes et engagées. Et je me suis vraiment sentie bien dès mon arrivée. Puis, ce bel accueil, je le dois aussi à Audrey Archambault, ma prédécesseur à la direction de JAM. Mais c'est ça, je vous dirais qu'au-delà de la mission, là, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le sentiment qu'on peut vraiment faire une différence auprès d'enfants et de leur famille. Oui, mais je pense que toutes les personnes qui se succèdent au micro ont cette volonté de faire une différence. C'est juste qu'ils choisissent un terrain de jeu différent. Vous étiez dans quel domaine avant? Par curiosité? En fait, c'est ça, j'ai travaillé avec Françoise Armand, qui est ses travaux, ils portent sur l'apprentissage de la langue seconde, mais elle est spécialiste. Vous pourriez aller sur Google, là, elle est vraiment partout, elle a gagné des prix. Elle est spécialiste dans les interventions en milieu plurilingue et pluriethnique. Qu'est-ce que vous pensez parce qu'il y a eu souvent un débat dans les écoles aussi, à savoir on s'en tient au français versus l'anglais. Il y a des parents qui vont dire si on lui apprend d'autres langues, ça sera plus difficile de maîtriser sa langue d'origine. En même temps, il y a des compétences transversales qui se valent pour une ou pour l'autre. Qu'en dit la recherche là-dessus? Il y a beaucoup de recherches depuis, en fait, longtemps et pas si longtemps finalement. Et pendant un certain moment, la recherche se contredisait un petit peu parce que comme beaucoup de recherches, mais c'est parce qu'elle a été faite dans différents contextes. Et c'est vrai que ça change. En fait, chaque expérience d'apprentissage des langues va varier en fonction du contexte, en fonction de la personnalité de la personne, des langues qu'elle connaît déjà et aussi des liens familiaux qu'elle va maintenir ou pas. La langue, c'est à la fois un outil et puis un lien social. Et il faut vraiment avoir ces deux prismes en tête. Et donc, on ne peut pas empêcher une personne de vouloir maintenir vivant sa langue si c'est cette langue-là qui va garder le contact avec la famille, avec la culture d'origine. C'est très important. Mais pour d'autres personnes, ça l'est beaucoup moins. Donc, il faut juste avoir en tête que ces expériences sont vraiment très variées. Puis, il faut respecter tout le monde pour leur choix. Oui, mais j'apprenais dans le dossier de recherche qu'il y a 7000 langues parlées au monde. Oui, puis en fait, il y en a, ça dépend vraiment de comment elles sont répertoriées. C'est sûr qu'il y a des langues aussi il y a des langues qui naissent et il y a des langues qui disparaissent. Je ne suis pas linguiste en passant, mais c'est certain que je m'intéresse beaucoup aux langues et à la diversité linguistique. Mais au Québec, on serait plus, en termes de langues parlées... Environ 200. À peu près. Oui. Puis ça surprend beaucoup de monde parce que c'est certain que le français, c'est la langue officielle, mais il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde, sans compter toutes les langues autochtones qui sont parlées au Québec. Oui. Puis en fait, on se situe un petit peu dans la même mouvance. On veut garder notre langue française très vivante et c'est sûr que les peuples des Premières Nations veulent aussi garder leur langue vivante. Donc, enfin, c'est un tout autre débat. Je sais que vous faites aussi des animations dans la communauté. Oui, on fait. C'est sûr, je vous ai beaucoup parlé du programme phare, qui est notre programme de jumelage, mais on offre aussi plusieurs animations auprès des tout-petits. 0-5 ans. Des 0-5 ans. On offre aussi beaucoup de formations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on forme les milieux communautaires et éducatifs. Et on offre aussi des ateliers pour les parents. Parce que parfois, on a besoin de s'outiller, d'échanger entre parents. Sur comment aider son enfant ou carrément comment soi-même lire davantage? C'est très varié. Parce que j'imagine, en tout cas, je sais que c'était comme ça chez nous, en voyant nos parents lire, on est plus portés à lire aussi. Oui, je vous dirais que c'est ça aussi l'impact du jumelage à domicile. Le bénévole arrive avec sa façon d'être, avec les livres, avec son enthousiasme et le plaisir qu'il a à lire. Donc, ça se transmet au sein de toute la famille. Mais là, les ateliers, en ce moment, on est en train d'organiser des ateliers de préparation à la maternelle, par exemple. Oui, j'ai vu ça. Donc, c'en est un exemple. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce type d'atelier? Bien évidemment, les bienfaits de la lecture, mais aussi tout ce qui est la gestion des émotions, les routines de vie. Il y a toutes sortes de choses. On fait appel à différents partenaires.
notamment des enseignantes. Donc, le côté, justement, plus holistique dont on parlait d'entrée de jeu. Exactement. Donc, on a des enseignantes en maternelle qui viennent parler aux parents de qu'est-ce que ça va être la maternelle. C'est quoi le pourcentage des enfants qui arrivent en maternelle et qui ont déjà des grandes compétences linguistiques? En fait, j'ai pas forcément un pourcentage. Ce qu'on sait, c'est que il y a certains enfants qui arrivent avec déjà une très grande longueur d'avance parce qu'ils savent c'est quoi un livre, ils savent comment le tenir, ils savent comment tourner les pages. Donc, ça fait une grande différence au début de l'apprentissage, mais ça se rattrape pour ceux qui n'ont pas bénéficié de cette expérience-là. En terminant, peut-être vous êtes financé par quel type de source? On est je vous l'ai dit, on est financé par le ministère de l'Éducation, par le Pacte. C'est le programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation. Ça aussi, c'est grâce au travail acharné de la directrice Patricia Bossy qu'on peut compter sur ce précieux financement à la mission. On est aussi financé par Centraide. C'est un financement qui est vraiment très, très apprécié. Mais je vous dirais que pour le reste, on répond à des appels de projets de différents bailleurs de fonds. Donc, la Ville de Montréal, la Direction régionale de la santé publique, parfois des fondations. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est vivant des projets, ça fait évoluer. Mais je vous dirais que c'était un peu essoufflant à la longue. Oui, tout à fait. Donc, Erika, je vous remercie de votre passage au Héros Anonyme. On invite les auditeurs à découvrir tout le merveilleux travail que vous faites sur votre site Internet. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se conclut l'épisode des Héros Anonymes. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter sur nos différentes plateformes. Et le beau temps est revenu, alors je vous invite à aller sur les plateformes de balado-diffusion et à peut-être écouter des épisodes précédents. Ça sera une façon de faire votre magasinage de causes sociales, que ce soit en les soutenant par un don ou encore par votre temps. Et peut-être, nous aidez-nous à faire connaître tous ces épisodes qui sont disponibles sur canalem.vuesetvoix.com. Ici Chantal Doré, je vous dis une agréable semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.